Le Rassemblement national remporte les européennes. La France serait majoritairement raciste. Macron offre de nouvelles législatives. Le bruit des bottes. Le fascisme est à nos portes. La gauche panique. Le pays s'effondre. Et si on prenait le temps de se calmer un peu? Laissons les opportunistes et les carriéristes s'affoler pour leur siège. Pour commencer, voilà. Et ici. La France n'est pas gagnée au Rassemblement national. Les masses ne sont pas gagnées au RN. Les masses n'en ont rien à faire des élections, l'arnaque ne prend toujours pas. La relative montée du parti d'extrême droite s'explique en grande partie par l'énorme chute du parti Les Républicains. La montée du parti socialiste n'est qu'un report des voix écologistes, macronistes et votes utiles. La France insoumise, elle, maintient un faible soutien dans les quartiers populaires qui restent, avant tout abstentionnistes à 60%. Alors que Macron dégoûte, que le RN effraie, certains se tournent vers eux, la gauche, et se demandent alors s'il ne serait pas bon de voter pour eux, au moins histoire d'éviter les autres. Mais cette gauche, la France insoumise, le PS, les Verts, le PCF, qui sont-ils au final et que représentent-ils? Peuvent-ils vraiment faire ou empêcher quoi que ce soit? La gauche aujourd'hui est l'héritière directe de l'internationale ouvrière, la seconde internationale, qui, face à la boucherie de la Première Guerre mondiale, a rallié la bourgeoisie dans l'Union sacrée, laissant le peuple aller au massacre. Cette gauche-là est partie se ranger définitivement derrière les grands monopoles, lorsque les bolcheviks, dirigés par Lénine, ont renversé l'Empire russe, au cri de ralliement de « paix entre les peuples, guerre à son gouvernement ». Tous les partis ouvriers de l'époque, en se rangeant derrière la légalité de l'État, abandonnent la possibilité d'un réel changement, c'est-à-dire la révolution prolétarienne, la fin du règne de la finance et de l'exploitation. C'est le cas de la SFIO en France. La SFIO enfante le PS qui enfante la France insoumise, les Verts. Le PCF, lui, depuis longtemps, a fini d'expurger toute affiliation avec le communisme et s'est maintenant converti à la même tambouille que les autres. Cela, il ne faut pas l'oublier. Le ciment de ces organisations reste le rejet du pouvoir au peuple, pour lui préférer l'électoralisme, le crétinisme parlementaire, le statu quo, le compromis avec le pouvoir en place, qu'il soit macroniste ou du Rassemblement national ou autre. En bref, l'opportunisme, le rejet de la révolution, la tromperie continuelle des espoirs des masses. De ce fait, il se range indéniablement du côté du pouvoir bourgeois, le pouvoir des mêmes parasites qui ont propulsé Macron à la présidence, mis en avant le Rassemblement national pendant des décennies et lui offrent maintenant une potentielle place de Premier ministre. Il se range du côté de l'État bourgeois, et ce faisant, désarme les masses en faisant miroiter la possibilité d'une rupture, encore et encore, qui ne sert, en toute finalité, qu'à légitimer le système électoral bourgeois, pourtant bien identifié comme un spectacle de marionnettes, par une majorité des Français qui ne s'y intéressent plus. Ils nous ont fait le coup avec Hollande, qui, tout en se déclarant ennemi de la finance, continue la montée de la fièvre sécuritaire, et sous lequel sera inaugurée la loi Macron. Doit-on rappeler Mitterrand, dont le programme l'ayant vu être élu était bien plus radical que celui de la France insoumise, et qui sera le chef d'orchestre du tournant de la rigueur, de la désindexation des salaires, de l'inflation, et derrière l'affaire du Rainbow Warrior. Quant à notre gauche de rupture, incarnée par Mélenchon et la France insoumise, quelle rupture? Son programme est en effet le paradigme de l'opportunisme, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur les espérances de progrès social et les difficultés de plus en plus grandes d'une partie de la population, pour tenter de convaincre la bourgeoisie que lui pourra mieux diriger le pays et surmonter les crises que nous traversons. La France insoumise propose de fait une restructuration du capitalisme et de l'impérialisme français afin d'éviter une révolution sociale. Pour éviter une quelconque explosion révolutionnaire, la solution adoptée est donc l'opportunisme. Intégrer les justes revendications des masses dans le programme de restructuration pour les étouffer, tout en maintenant l'exportation de capitaux pour renforcer l'exploitation coloniale. C'est le volet outre-mer du programme de la France insoumise, et quelques mesures sociales pour faire passer la pilule. Il n'y a pas de gauche de rupture, maintenant c'est clair, et il est hors de question de retomber dans le panneau. Cette gauche est parfaitement intégrée au pouvoir en place. Son plan est dans la continuité de la politique impérialiste, qui vise à dominer les pays du tiers-monde pour nourrir la métropole. Et cela à une époque où la concurrence inter-impérialiste menace, non, nous promet une prochaine guerre mondiale. La gauche, c'est la guerre, l'exploitation au visage souriant, l'écrasement des aspirations populaires, tout autant que les Macron et les Le Pen. La gauche fait partie intégrante du parti unique de la bourgeoisie, peu importe ses discours de rupture. Sa définition de la rupture, c'est de nous faire nous émerveiller pour quelques miettes. Parce que j'ai quelques copains patrons, moi aussi. En réalité, voter pour la gauche, même dans l'idée d'éviter un hypothétique fascisme, est là aussi une illusion. Le fascisme, comme nous l'avons présenté dans la vidéo précédente, ce n'est pas le produit d'une longue graduation vers des politiques de plus en plus réactionnaires.
On ne progresse pas tout naturellement vers le fascisme. Le fascisme est mis en place par le pouvoir bourgeois lorsqu'il s'avère impossible de contrôler les masses comme avant. C'est lorsque la crise de régime ouvre une période révolutionnaire. C'est la solution bourgeoise face à une menace révolutionnaire sérieuse. Notre époque, celle de la crise de pourrissement du vieux monde, est l'époque où la concurrence entre puissances impérialistes pousse ces pouvoirs bourgeois à mettre les bouchées doubles pour préparer la guerre en dévorant tous les conquis sociaux, en aggravant les conditions de vie et de travail des masses, en déversant leur propagande raciste, belliqueuse, pour préparer l'opinion à la grande boucherie. La course effrénée au profit est génératrice de guerre. Pour se maintenir au pouvoir, la bourgeoisie n'a pas besoin des élections. Elle a besoin qu'on se tienne tranquille et qu'on ne la critique pas. Et surtout, qu'on ne se révolte pas. Elle a avant tout besoin d'une force armée. La pseudo-démocratie est un bonus en temps de relative stabilité. Cela maintient l'illusion que les masses peuvent s'exprimer. Cette époque, c'est une force concrète, matérielle, qui pèse plus fortement que n'importe quelle guerre de faction du parti unique de la bourgeoisie, que n'importe quel projet humaniste social-démocrate. C'est une force qui remet les idées à leur place. Et dans le cas de cette gauche, leur place, c'est au service du pouvoir. Le pouvoir bourgeois ne peut pas se permettre de ralentir cette grande course en avant, car si elle le fait, elle se fera dépasser par ses voisins et en crèvera. Elle ne laissera pas, même les plus motivés et sincères des éléments de cette gauche, mettre le moindre coup de frein, si ceux-ci le voulaient vraiment. C'est en ça, par exemple, qu'on trouve la raison de la guerre de propagande contre la France insoumise, qui, loin de prouver qu'il constitue un contre-pouvoir, démontre simplement que ceux-ci ne pourront pas progresser plus loin tant qu'ils ne seront pas parfaitement sur la même page que les autres. C'est le mur invisible de la démocratie bourgeoise, de la dictature de classe qui ne sert les intérêts que d'une classe sur les autres. Mais la France insoumise n'a rien de rebelle, elle reste bien intégrée au projet impérialiste français. Dans le programme L'avenir en commun de la France insoumise, on trouve le présupposé de départ que la France est une nation importante dans le monde. D'un point de vue impérialiste, bien sûr, car avec son puissant capitalisme, ses armées et sa bombe H, l'impérialisme français est une puissance. Et ce caractère fait qu'il est un ennemi des peuples et de l'émancipation dans le monde. Cette volonté de puissance passerait par une France indépendante. Jean-Luc Mélenchon veut nous faire croire que la France, pays impérialiste aux mille crimes, est en fait un pays dominé. C'est exactement cette posture idéologique réactionnaire qui est affirmée lorsqu'il est dit que notre pays mérite mieux que d'être ainsi rabaissé quand nous humilie nos soi-disant alliés des États-Unis, de Turquie ou d'Australie. Tout cela suinte le chauvinisme le plus réactionnaire. Et Zemmour ou Le Pen disent la même chose. Nous avons clairement ici la vision d'une France en décadence qui doit retrouver sa place. C'est le discours impérialiste le plus répandu et c'est celui de la réaction la plus noire. C'est le levier idéologique de la grande perdue qui pave la voie au fascisme pour mobiliser les masses, non pas pour la révolution, mais pour la nation. Traduction, la sauvegarde du pouvoir bourgeois. Jean-Luc Mélenchon est un des artisans assidus de cette nouvelle stratégie au secours de l'impérialisme français, résolument tourné vers la mer, notamment le Pacifique, où se dessine le prochain front d'affrontement inter-impérialiste. En Europe, la France ne peut peser face à l'Allemagne, bien plus industrialisée, qui se réarme massivement et envoie même des munitions à Israël, qui a tant besoin d'aide pour son génocide. Mais les confettis de l'empire colonial français permettent une voie de salut. Non seulement les impérialistes y perdent des parts de marché et veulent les retrouver pour piller le gaz, le pétrole et l'uranium, mais c'est aussi une assise stratégique. Nous comprenons donc que son rapport à la Russie soit aussi guidé par cela. L'Allemagne se tourne vers l'Est, son continuum impérial historique. Et elle va, tôt ou tard, se confronter à la Russie. Alors, la France doit bien s'entendre avec Moscou pour contrebalancer le retour du Reich. C'est une des voies que l'impérialisme français a comme porte de sortie, incarnée par Zemmour et Le Pen. L'océan, chez Jean-Luc Mélenchon, n'est pas une lubie, mais a une base matérielle concrète, celle de la défense et du renforcement de l'impérialisme français, de la marche inexorable vers la guerre mondiale. Les arrangements et alliances entre impérialistes ne sont jamais que temporaires, une simple question de circonstance. Il n'y a pas d'alliés ou d'ennemis naturels, sauf dans la tête de propagandistes écervelés. Les alliés sont ceux que l'on peut utiliser pour son profit, et les ennemis sont ceux qui nous prennent des parts de marché. Telle est la diplomatie bourgeoise. Mélenchon, Glucksmann, Macron ou Bardella, peu importe qui sert de visage à la République, la direction restera la même, le libéralisme, la réactionnarisation, la marche vers la guerre, l'écrasement des masses. Et si par magie, l'un d'entre eux ou d'autres s'avère trop peu coopérant, les généraux factieux ont déjà signalé être prêts à agir si la direction que prenait le pays ne suivait pas la bonne voie, à comprendre, la voie décidée par la bourgeoisie belliqueuse. Si on craint le fascisme, ce n'est pas le Rassemblement national notre ennemi principal, c'est le parti unique de la bourgeoisie tout entier. C'est le pouvoir bourgeois et la légitimité que nous lui apportons en votant, peu importe pour qui on vote. Mais alors, où tout cela nous amène ?
Si on ne peut plus faire confiance dans les partis de gauche, quel terrible abîme s'ouvre sous nos pieds. Revenons en arrière. 2016, loi travail, gouvernement de gauche. Le fait d'avoir voté pour Hollande n'a empêché personne d'aller protester contre une loi patronale. L'année d'avant, passait la loi Macron, cadeau aux monopoles pour renforcer leurs profits. Depuis ce moment, en France, les mouvements de contestation de masse n'ont pas cessé de gagner en intensité. La gauche fait passer l'état d'urgence dans la Constitution. 2018, les Gilets jaunes se rassemblent aux quatre coins du pays. Une volonté unique, que le peuple soit réellement souverain. Une répression sans précédent frappe, mutilation, utilisation d'armes de guerre contre les masses, enfermement massif, garde à vue préventive. Puis il y a eu le choc du Covid. Les petits propriétaires mettent la clé sous la porte, pendant que les monopoles concentrent toujours plus de capitaux. Les écarts de richesse deviennent ahurissants. Les prix de l'énergie flambent. L'inflation s'accélère pour faire payer aux masses les besoins de profits capitalistes. 2023 jusqu'à maintenant, la bataille des retraites, les soulèvements de juin, la lutte contre les méga-projets capitalistes, la lutte pour la solidarité internationale. À aucun moment, personne ne s'est rendu à une seule manifestation, à une seule assemblée générale, intersyndicale ou interpro, en se demandant si un vote aux prochaines élections ne serait pas une meilleure solution. Personne n'a dit on arrête tout, on demande au gouvernement d'organiser des élections et on se contente du résultat. Beaucoup de gens qui se sont mobilisés entrent dans une zone grise lors des périodes électorales, et le bourrage de crâne et la propagande du régime pèsent de son poids, aidés en cela par les partis de gauche qui promettent monts et merveilles. Il y a une pression et même une culpabilisation. Si ça va mal, c'est de votre faute, vous avez mal voté, vous avez pas voté. Et beaucoup de gens de bonne foi se sentent responsables et finissent par aller jusqu'à l'isoloir à reculons, apportant encore un petit peu, même un tout petit peu, de légitimité à la soi-disant démocratie. En réalité, à la dictature de la bourgeoisie. Notre époque est un tournant. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit répéter les mêmes impasses de manière compulsive, en se sentant plus angoissé et impuissant face à la misère, la destruction de l'environnement, le déchaînement ultra-réactionnaire des racistes, des hommes qui détestent les femmes, soit trancher avec les illusions et admettre que la solution ne viendra que de nous, que les urnes nous font plus de mal que de bien. Nous, que l'on soit ouvrier, petit commerçant ou artisan, infirmier, aide-soignant, prof ou en reconversion chaque année. Nous devons passer à l'action. L'abstention est un acte politique qui doit aller de pair avec l'action. Ne pas adhérer à la mascarade ne suffit pas. Il faut créer la seule force de défense, la classe organisée. Il est temps d'investir les syndicats, la CGT qui est et reste le dernier bastion ouvrier. Où que l'on travaille, il existe une union locale, une UL, que l'on peut rejoindre, où on peut s'investir. Dans chaque entreprise, une multitude de luttes sont menées chaque jour contre les abus patronaux. Et chacune de ces luttes est front de la guerre de classe. On peut aussi investir les comités de solidarité avec la Palestine dans nos villes et y promouvoir l'anti-impérialisme. À l'heure où le nationalisme belliqueux est mis en avant, nous devons appeler à la fraternité entre les peuples, s'opposer à la guerre et à la colonisation, et dénoncer les crimes de l'impérialisme. Cela ne concerne pas que la Palestine. C'est vrai aussi pour la Kanaki et d'autres pays colonisés, mais aussi pour les pays envahis militairement. Il est possible aussi d'investir les comités de quartier pour la défense des habitants, comme les comités populaires d'entraide et de solidarité qui fleurissent dans plusieurs villes, et avec lesquels les habitants peuvent s'organiser à la base, de manière autonome, pour régler les problèmes du quotidien ensemble, en forçant les bailleurs à ne pas augmenter les charges, à entretenir les bâtiments, ou à organiser des événements culturels et sportifs faits par et pour le peuple. Il existe aussi des collectifs Vérité et Justice, qui luttent contre l'impunité policière, malheureusement dans de trop nombreuses villes. Sans une pression populaire forte, les meurtres sont mis sous le tapis. Ces collectifs sont aussi un front de défense des droits démocratiques. Il y a des organisations qui aident contre la répression politique et qui donnent de précieux conseils de défense collective. Menacées par la réactionnarisation, ces organisations ont besoin d'être défendues et de pouvoir informer et soutenir les personnes réprimées pour leur activité politique. Il existe des collectifs de soutien aux sans-papiers, de solidarité, propres à chaque ville. Les attaques contre le prolétariat sans-papiers sont une attaque contre notre classe tout entière. C'est par là que la bourgeoisie attaque l'ensemble des travailleurs. La Ligue des droits de l'homme représente aujourd'hui, de fait, une force de défense des droits démocratiques, en dénonçant les abus et la barbarie policière. On ne demande à personne d'être content avec tout ce qui se fait et d'éteindre son esprit critique. Au contraire, mais de mettre son individualité au service de la classe en luttant sur la base de principes communs. L'anti-impérialisme, c'est-à-dire le capitalisme monopoliste de notre époque, la combativité, être prêt à franchir les lignes, à ne pas se laisser intimider et à porter l'initiative non pas en tant qu'individu, mais collectivement, refuser l'intimidation de l'État. L'anti-opportunisme, s'opposer à toute forme de capitulation et de solutions faciles comme l'électoralisme. La lutte est difficile, elle seule peut nous forger et transformer un simple citoyen en révolutionnaire. La défense des droits démocratiques,
Si la bourgeoisie attaque, alors on doit se défendre, et cela dépasse de loin les oppositions de principe et la pudibonderie qu'on ne peut plus se permettre. Il ne s'agit pas de rejoindre une ONG subventionnée par l'État pour faire du caritatif, mais bien de renforcer l'organisation de notre classe. Organisation autonome vis-à-vis de l'État, opposée à tout opportunisme. Nous devons sortir de la toile d'illusion que la bourgeoisie tisse, aussi bien avec son aile gauche que son aile droite. Sans action collective, notre révolte est stérile. L'action doit remplacer les discours. Il est temps d'agir et de couper avec les sempiternels « tu ne votes pas, mais qu'est-ce que tu proposes alors ?» auquel on ne sait pas trop quoi répondre. Nous proposons l'organisation combative du prolétariat pour mettre fin à la dictature de la bourgeoisie, pour établir une société réellement démocratique qui prenne soin des plus vulnérables, où il n'y a ni riches, ni pauvres, ni matraquage quand on défend la cause du peuple. Une société sans exploitation et sans oppression. La Commune de Paris n'était pas en vote, la Résistance n'a pas voté, le Vietnam et l'Algérie n'ont pas voté. Sous la dictature des monopoles, nous n'obtenons que ce que nous conquérons par la force. La bourgeoisie ne nous demande pas la permission lorsqu'elle frappe. Nous n'avons pas de permission à demander pour lutter, nous battre férocement et préparer la nouvelle vague de la révolution prolétarienne mondiale.